Bonsoir Christelle. Fort Tom. Alors nous arrivons au 76e SITREP du 3 février et les choses continuent un peu sur la lancée de deux derniers SITREP, c'est-à-dire c'est l'escalade, c'est la préparation de la prochaine guerre généralisée dans le Donbass avec les unités de l'armée ukrainienne, etc. Et puis tout le reste. On voit effectivement des redéploiements, une augmentation lente mais constante des bombardements, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 53 reprises, donc plus que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 142 obus de mortier de 82 et 120 mm. Il faut y rajouter 15 violations du cessez-le-feu et 506 munitions de tout calibre tirées durant les dernières 24 heures. Ces bombardements ont touché 15 localités de la République, donc un petit peu moins que la semaine passée. Suite à ces bombardements, 4 habitations ont été endommagées ou détruites. Hier, donc vendredi 2 février, les forces armées ukrainiennes ont aussi tiré 15 obus de mortier de 82 mm ainsi que des tirs au lance-grenades automatiques sur la station d'épuration de Donetsk, histoire de ne pas changer une équipe qui... franchement, qui fait du crime de guerre. Qui fait du crime de guerre, voilà. Heureusement, sans faire de victimes ni de dégâts à l'infrastructure, les équipes d'employés sont allés se réfugier, bien entendu, dans l'abri anti-bombardement de l'installation. Mais ils ont aussi pris pour cible l'OSCE près de Yassino-Vataya aussi, ils leur ont tiré dessus. Ah ouais. Ouais. Bravo. Voilà. Au niveau armes lourdes, on voit donc de nouvelles concentrations d'armes lourdes près de la ligne de contact de la part de l'armée ukrainienne, en particulier 10 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et 12 canons anti-chars Rapira de 100 mm, auxquels il faut ajouter 20 chars d'assaut T-64. Donc on recommence à voir des armes lourdes arriver de manière assez importante près de la ligne de front, et ça c'est plutôt inquiétant. Ouais. Ouais. Les services de renseignement de l'RPD enregistrent aussi des accumulations donc de forces dans la zone de l'opération, la soi-disant opération antiterroriste, pour reconstituer les moyens matériels et techniques, augmenter l'arsenal des unités des forces armées ukrainiennes situées près de la ligne de contact et créer une réserve de carburant. Entre autres, a été détectée l'arrivée des 1er et 3e bataillons de chars d'assaut et des unités de réserve de la 17e brigade de chars des forces armées ukrainiennes dans la zone de la localité de Zatishnoye à 41 km au nord-ouest de Mariupol. Donc on voit des accumulations vers Mariupol, vers Gorlovka. Ouais. Ça c'est plutôt pas très très bon. Donc on voit l'arrivée donc de nouvelles troupes, l'entraînement des réservistes aussi de l'armée ukrainienne, ainsi que des exercices conjoints des forces armées du SBU et des troupes du ministère de l'Intérieur et des services d'urgence, pour mettre en œuvre un ensemble de mesures en cas d'intensification des hostilités dans la zone de l'opération antiterroriste. Donc en clair, on voit bien qu'ils sont en train de se préparer à relancer les hostilités. Ils mènent des exercices entre leurs différentes forces armées pour les préparer à ce qu'ils ont planifié depuis belle lurette, à mettre en œuvre leur fameuse loi de réintégration du Donbass. Les gens vont, une fois que ce sera lancé, les gens vont vraiment comprendre ce qu'il voulait dire quand il parlait de réintégration du Donbass. Oui. Un coup de mitrailleuse, de bombe, ouais, voilà. Donc. C'est ça, quoi. Avant-hier, donc le 1er février à 19h24, on a d'ailleurs eu un groupe de saboteurs ukrainiens qui a tiré au lance-grenades sur le bâtiment du ministère de la Défense de la République populaire à Donetsk. C'est un énième attentat qui visait, semble-t-il, le ministre de la Défense lui-même, donc Vladimir Kononov, surnommé Tsar. Le tir a eu lieu au moment où seule une équipe de garde se trouvait dans le bâtiment. Ni le ministre, ni son vice-ministre Sergueï Velikorodny, qui étaient présents, n'ont été blessés par le tir. Plusieurs fenêtres ont été brisées et des bureaux endommagés, mais heureusement aucune victime n'a été à déplorer. Après inspection des lieux, un engin explosif a aussi été retrouvé sur place. Les sapeurs s'en sont occupés pour le désamorcer. Il y a quelques temps de ça en arrière, un drone avait été détecté survolant le bâtiment. Les autorités pensent d'ailleurs que ce survol est lié à l'attaque qui aurait permis de mener une reconnaissance du bâtiment pour préparer l'attentat.
Et au vu des faits rapportés par Semyon Pegov, qui est un journaliste, un reporter de guerre, hein, qui connaît très bien le ministre de la Défense de la RPD, la survie de Vladimir Kononov tient presque du miracle, puisqu'un mois en arrière, ses services de sécurité avaient découvert un trépied de sniper dans un bâtiment abandonné situé à peine 1 km du bâtiment du ministère. Depuis ce bâtiment abandonné, le sniper pouvait surveiller la fenêtre du bureau du ministre. Au vu de la distance, le sniper ne devait très certainement pas être équipé d'un simple SVD, donc qui est le fusil de sniper d'époque soviétique, dont la portée est insuffisante, mais très certainement d'un fusil de sniper bien plus avancé, donc très certainement une arme fournie par l'OTAN. Ce qui avait sauvé donc Tsar à l'époque, c'était son habitude de garder ses rideaux fermés, et le fait que son service de sécurité allait régulièrement inspecter de tels bâtiments pour débusquer ce genre de planque propice à l'installation d'un sniper. Après cette découverte, le ministre de la Défense avait demandé à mettre en place de nouveaux systèmes de sécurité sur le bâtiment du ministère, entre autres des systèmes de grilles protégeant de ce qui était justement des tirs de lance-grenades, parce que devant la chasse acharnée, parce que je veux dire Tsar, en tant que ministre de la Défense, est bien sûr une cible prioritaire, au même titre que des personnalités comme Zakharchenko ou Denis Pouchiline, ou comme l'étaient les commandants Motorola et Kivy. Tsar est quand même très, très connu, donc c'est une cible de premier plan. Donc il considérait qu'avec une telle chasse organisée contre lui, il y avait quand même des chances qu'il se mette à tirer sur le bâtiment avec ce genre d'armes. Donc c'est des grilles qui sont un peu particulières, parce qu'en fait elles sont installées selon un certain angle, qui permet que lorsque tu as un tir au lance-grenade, le projectile voit sa trajectoire dévier à l'impact, et le projectile explose dehors plutôt qu'à l'intérieur de la pièce. Oui, c'est mieux, oui. On souffle les fenêtres, ça pète tout, mais tu as quand même de meilleures chances de t'en sortir que si le machin explose dans ton bureau. Donc voilà. Alors si tu peux me permettre, avant de continuer, effectivement tu as dit quelque chose d'important sur le fusil, parce que tu as dit que c'était insuffisant en termes de portée, les fusils, les fusils SVD, voilà. Tout simplement parce qu'il faut rappeler encore une chose qui est très importante, que pas mal de gens ignorent, c'est que l'intégralité des forces armées ukrainiennes sont équipées à la base, de matériel soviétique. C'est du matériel qui est hérité de l'URSS. C'est ça. Maintenant, de plus en plus, on voit des armes de l'OTAN qui sont fournies par les Américains, les Canadiens, Lituaniens, les Polonais, tous ces gens. C'est ce qu'on a vu entre autres là à Zaitsevo. On avait été à Zaitsevo. On s'est rendu compte qu'il y a des snipers qui ont en face des lunettes de vision thermique, donc des lunettes de vision nocturne, etc. Qui sont très certainement du matériel de l'OTAN aussi. Donc, automatiquement, puisque le matériel militaire qu'avait l'Ukraine encore récemment, c'était l'époque soviétique, donc forcément si c'est une nouvelle arme, ça pouvait pas être l'Ukraine, c'est forcément l'OTAN qui fournit Qui fournit ce genre de truc. Donc il y a de bonnes chances que ce sniper qui visait Kononov devait être sponsorisé par les patrons otaniens. Bon, donc là ce qui s'est passé et pourquoi ça a quand même réussi, c'est qu'en fait les travaux, donc il y a un mois en arrière, donc Kononov demande à sécuriser un peu plus le bâtiment du ministère. Les travaux étaient toujours en cours. La majeure partie du bâtiment avait déjà été sécurisée de cette manière, sauf la partie qui a été visée avant-hier. Donc il semble que les saboteurs ukrainiens se soient rendus compte que bientôt ils ne pourraient plus en fait mener ce genre d'attentat, et qu'ils ont donc tenté tant que c'était encore possible, tant qu'il y avait encore des bureaux qu'ils pouvaient toucher. Bon, bien entendu, les autorités de la RPD penchent pour un attentat visant à décapiter les forces armées de la République avant une future offensive. Suite à cela, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la République, aussi bien autour des bâtiments militaires que autour d'un certain nombre de zones civiles. Il y a une augmentation des patrouilles de sécurité autour des bâtiments militaires et autour d'un certain nombre de bâtiments civils importants. Et d'ailleurs, il ne faudra pas exclure non plus que des drones soient utilisés exactement de la même manière comme en Syrie. Exactement, en essaim, c'est-à-dire que s'il y en a un qui loupe, les autres vont bien finir par se faufiler à travers les lignes de défense et atteindre l'objectif. Malheureusement, il faut s'attendre à ce genre de choses. Donc voilà, c'est le genre de truc qui est on peut s'y attendre, c'est les mêmes patrons, donc même méthode, je veux dire. Voilà. Bon,
fait une parenthèse juste un instant pour dire qu'on a eu des informations sur la destruction en vol d'un Sukhoi 25, qui est un avion de bombardement au sol en Syrie, avec la mort du pilote. Donc ça, c'est les terroristes du gouverneur Adidlib qui ont abattu l'avion. Alors en sachant qu'ils ne peuvent pas l'avoir abattu sans avoir été, comment je dirais, copieusement fourni en armement moderne, en particulier les systèmes anti-aériens fournis par les Américains, transitant par la Turquie. Donc je pense que Vladimir Poutine va certainement faire chauffer les lignes téléphoniques entre... après, à savoir à quel moment ces trucs-là ont été remis et comment, enfin, c'est encore des trucs, comment ça a transité, donc, mais effectivement, ça c'est quand même un très très mauvais signal. On voit qu'il y en a qui cherchent toujours la merde. Faut qu'ils se méfient. Au bout d'un moment, ils risquent de la trouver et là, ça risque d'être beaucoup moins drôle. Je rappelle que la Russie dispose quand même de la deuxième armée au monde et de la première puissance de frappe nucléaire, puisqu'en termes de En termes d'armement nucléaire, la Russie dispose de plus de têtes nucléaires actives que les États-Unis eux-mêmes. Donc, tout à fait. Voilà, donc juste un petit rappel comme ça pour ceux qui aiment les néoconservateurs et ce genre de conneries et qui croient que la Russie ne serait pas capable de nous vitrifier avec. Non, bon, je vous dis tout de suite, faut arrêter un peu les conneries. Là, il faudrait arrêter de chercher l'ours russe parce qu'à force de le titiller, il y a un moment où on risque quand même l'Europe en tout cas, les Occidentaux, les États-Unis risquent de se prendre un gros coup de patte dans la gueule. Et il ne faudra pas venir chialer après, je veux dire. Et d'ailleurs, il est très patient, il est très gentil, mais il y a un moment où il ne faut pas pousser l'ours dans les orties. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, c'est-à-dire quelques heures avant la destruction de cet avion militaire russe en Syrie, les Américains ont donné, je dirais, la version de leur doctrine militaire actuelle, qui est extrêmement agressive. Ils ont une nouvelle version de leur doctrine en termes de frappe nucléaire, et puis il y a eu un article de The Economist qu'on mettra en lien, qui est assez édifiante, qui est assez... je veux dire, tu vois vraiment toute la doctrine néoconservatrice dedans. C'est assez effrayant. Vraiment, les mecs, ils croient qu'ils ont le droit de dominer le monde et que tout pays comme la Russie ou la Chine qui conteste l'hégémonie américaine est un État révisionniste. Voilà. Je laisse nos auditeurs juger du niveau de mégalomanie quand même, pour arriver à écrire des trucs pareils. Donc on mettra le lien dedans. Mais Moscou a répondu quand même. Moscou a averti qu'ils ne vont pas laisser passer ça. S'il y a une agression, elle va avoir une réponse nucléaire aussi. Donc, Voilà, c'est ça. Donc là, ils commencent un peu à calmer le jeu, parce qu'ils sont patients, mais comme je dis, il ne faut pas pousser le nounours dans les orties. C'est ça. Au bout d'un moment, les orties vont te les foutre dans la gueule avec un grand coup de patte en prime, ça va faire bobo. En tout cas, en attendant, devant ces redéploiements de matériel et de troupes ukrainiennes, la RPD a mené des assemblées de mobilisation de ses réservistes. Donc, contrairement à ce que les médias ukrainiens ont raconté, non, il n'y a pas de conscription obligatoire. Allô, ça ne fonctionne pas comme en Ukraine. Nos soldats sont tous des volontaires. Je le rappelle, mais donc ces citoyens qui sont enregistrés comme réservistes, qu'on avait filmés il y a quelques mois en arrière. Lors d'une telle assemblée de mobilisation, se sont présentés donc au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire où ils ont été répartis en fonction de leurs unités de réserve. Lors de cette semaine, ils ont mené des exercices pour faire des révisions en termes de qualification en fonction des spécialités militaires qu'ils avaient enregistrées. On révisé le maniement des armes, de l'équipement. On procédait à des exercices tactiques, entre autres des exercices de cohésion dans les unités, entre autres des cours sur la technologie, le tir de combat pour les unités de chars, d'artillerie et de défense anti-aérienne. Tous les cours ont été donnés par des officiers des forces armées de la RPD qui ont l'expérience des combats et ont donné les meilleurs résultats en matière d'entraînement. Il faut rappeler que parmi ces réservistes, ces citoyens qui sont inscrits au registre militaire et qui ont suivi la formation, environ la moitié sont des vétérans des forces d'autodéfense, donc de la milice populaire initiale, ou des forces armées de la RPD, qui ont donc déjà une expérience du combat et qui sont bien entendu l'épine dorsale de ces nouvelles unités de réserve avec les officiers qui sont en fonction et qui permettent de former les réservistes au mieux. Donc on a quand même la moitié des réservistes, les plus de 30 000, parce qu'on en avait filmé à peu près 30 000 quand on avait été au Polygone.
la moitié d'entre eux sont déjà des vétérans. Ce sont des gens qui ont fait partie de la milice populaire au tout début ou de l'armée de la RPD par après quand elle s'est professionnalisée, qui se sont retirés parce que il y avait les accords de Minsk et qu'il y avait besoin de beaucoup moins de soldats, mais qui ont gardé cette expérience du combat. Donc ces réservistes, ce ne sont pas des gens qui sont tous simplement purement des civils. On a quand même une bonne moitié qui savent déjà comment manier les armes. Surtout que les armes à l'époque, c'était des vieux tromblons, hein. Alors que maintenant, la RPD a quand même gagné quelques armes de qualité, hein, depuis. Quelques jolis trophées, ouais, quelques jolis trophées. Si on regarde des choses un peu plus civiles, un peu plus positives, cette semaine, donc le 31 janvier, a eu lieu la première visite officielle en République populaire de Donetsk du chef de la RPL par intérim, Leonid Pasechnik. La délégation venue de Lugansk inclut aussi le président du conseil des ministres de la RPL, Sergei Kozlov, et son premier vice-président, Oleg Tchernousov. La République populaire de Donetsk était représentée par le chef de l'État, Alexandre Zakharchenko, le vice-président du conseil des ministres et ministre des taxes et des revenus de la RPD, Alexandre Timofeyev, et le ministre par intérim des Transports, Igor Andrienko. Lors de cette réunion, les chefs d'État ont signé un protocole d'intention qui prévoit une coopération économique plus étroite entre les républiques, en particulier la création d'un espace douanier unifié, unique, donc une union douanière, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Donc dans le cadre de ce protocole, a aussi été signé un accord de coopération entre les deux entreprises d'État de chemin de fer de la RPL et de la RPD pour améliorer la coopération entre ces entreprises en matière de transport de marchandises, mais aussi de voyageurs par le rail. Alexandre Zakharchenko a remercié ses invités pour leur visite, les a félicités donc pour la signature de ce premier document conjoint. Il a rappelé que cela est une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux républiques pour développer entre autres l'interaction économique, ce qui va permettre de montrer aux ennemis des deux républiques populaires que les deux républiques sont unies et indivisibles. Pasechnik a abondé dans ce sens-là, en disant que la signature de ce document est une étape importante vers le rapprochement des deux républiques. Il a dit, je cite, « Il n'y a rien qui nous divise, nous avons un peuple, une terre et un objectif. Le protocole signé sera bénéfique pour nos économies et évitera la spéculation politique au sujet de l'interaction entre nos territoires. » Donc ça, c'est bien sûr un petit rappel suite à ce qui s'est passé en RPL, quand donc Plotnitsky a cédé sa place à Leonid Pasechnik, où il y a eu énormément de spéculation, aussi bien chez nous que côté ukrainien, sur le fait qu'il y aurait des tensions entre la RPD et la RPL. Donc là, on peut voir que ce n'est absolument pas le cas. Donc ce document est vraiment un garant de la stabilité sociale des deux républiques et du fait qu'elles sont effectivement unies et indivisibles. Donc on commence à voir ce que j'avais envisagé à un petit moment, c'est-à-dire petit à petit, donc non seulement l'intégration avec la Fédération de Russie, mais une intégration entre les deux républiques pour ne former qu'un seul territoire sur le plan administratif, ce qui ferait du sens vu la taille des territoires en question. Voilà. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, niveau droits de l'homme, c'est de mal en pis. On a signalé à plusieurs reprises les violations des droits des journalistes en Ukraine. Ça continue. Donc, il y a quelques mois en arrière, on avait rapporté cette arrestation du rédacteur en chef de Strana.ua, Igor Goujva, qui avait été accusé de tentative d'extorsion de fonds. Monsieur Goujva a fini par fuir l'Ukraine et a demandé l'asile politique en Autriche après avoir reçu des menaces de mort, sans parler bien entendu des menaces d'attaque physique que lui et ses journalistes reçoivent régulièrement. Mais là, le week-end dernier, il a carrément reçu des menaces de mort. Donc là, il s'est dit que ça devenait quand même dangereux pour lui. Donc il a adressé un message via donc le site dont il est le chef à Poroshenko. Ses collègues expliquent que ce sont donc toutes ces pressions émanant des dirigeants actuels de l'Ukraine qui ont poussé Goujva à demander l'asile politique en Autriche. Il s'est rendu à Vienne et il a fait une demande dans les règles en termes de procédure. Donc je rappelle que l'année dernière, il avait été arrêté, donc c'était en juillet 2017, pour soi-disant extorsion de fonds, où il aurait, donc, d'après les accusations, demandé de l'argent pour ne pas publier des documents compromettants sur un homme politique. Il avait été libéré,
suite au versement d'une caution, donc il avait été libéré sous caution. Il a attendu que toutes les mesures de coercition à son égard soient levées avant de fuir donc vers l'Autriche. Et donc demander l'asile politique. En tout cas, l'Autriche avait satisfait à la demande de son client et lui a délivré délivré Igor Goujva des papiers confirmant la légalité de son séjour dans le pays. Donc, c'en est un de plus. Hein. Je rappelle que Igor Goujva n'est pas le seul à s'être enfui en Europe. Il y a aussi Anatoly Chary, donc ce vidéoblogueur qui fait des vidéos sur YouTube, où il se moque quand même beaucoup des ultranationalistes, de Poroshenko, etc. Il avait aussi reçu des menaces extrêmement graves qui l'avaient poussé à fuir en Europe et à demander l'asile politique qu'il a obtenu aussi. Donc, on voit c'est de mieux en mieux en Ukraine. Donc, tu peux plus l'ouvrir sans devoir te prendre des menaces de mort et t'enfuir. Bon, ça en dit long sur la liberté de la presse en Ukraine. Oui. Et puis surtout, pour le premier journaliste qui a fui après le paiement de sa caution, il n'est pas allé ni en Allemagne ni en France. Hein. Enfin, voilà. Non, il est allé en Autriche. Oui. Je pense que M. Goujva est bien conscient que l'Allemagne et la France, c'est pas vraiment sur eux qu'il faut compter. Si on regarde les autorités ukrainiennes actuelles, ils sont bien en peine actuellement, en tout cas le Parlement ukrainien, d'expliquer ce qui est arrivé à un bon milliard d'euros qui est prélevé sur les salaires des salariés ukrainiens depuis 4 ans et qui est censé être consacré à l'armée. Donc il y a eu, semble-t-il, une espèce d'audit qui a été mené, mais les députés de la Rada n'ont pas pu établir le sort de l'argent prélevé depuis 4 ans sur les salaires des citoyens ukrainiens sous forme de taxe militaire. Donc je rappelle, c'est une taxe qui a été introduite en 2014, qui porte sur 1,5% du salaire. Même. Oui. Et donc en 4 ans, les Ukrainiens ont ainsi versé au budget militaire près de 1,32 milliard de dollars, donc un petit peu plus d'1 milliard d'euros. Normalement, donc cet argent aurait permis d'acheter, théoriquement, s'il avait été utilisé pour ceux à quoi il était prévu, il aurait permis d'acheter aux États-Unis 2300 lance-missiles anti-chargeables ou 16 avions de combat F-16. Et c'est un député, donc Vitali Koupri, qui a dit qu'il était impossible de savoir où est parti ce milliard. Il se dilue dans le budget. Il a essayé de faire une enquête personnelle et il a découvert que l'argent destiné à équiper l'armée passait en réalité par toute une série de sociétés plus ou moins obscures, toujours les mêmes, et qu'en réalité il s'agissait d'un schéma de détournement de fonds orchestré par les dirigeants ukrainiens. C'est bien. Donc, comme je dis, la guerre, c'est un business très lucratif pour les autorités ukrainiennes. On comprend bien pourquoi ils n'ont absolument pas intérêt à implémenter les accords de Minsk et à résoudre pacifiquement la crise dans le Donbass. C'est bien la preuve, en tout cas, que l'extraordinaire partenaire de l'Union européenne, qui est l'Ukraine, n'hésite pas à détourner même carrément les cotisations sociales pour les mettre dans les poches de quelques oligarques. Voilà, donc c'est une taxe qui est censée financer la guerre et en réalité c'est un million d'euros qui a fini, 1 milliard d'euros pardon, qui a fini dans les poches des oligarques. Ça pose question pour ce qui concerne la France. Hein. L'Allemagne peut-être pas, mais en France, qui n'est pas spécialement le pays le moins corrompu d'Europe. Hein. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, les pays européens sont pas du tout à l'abri de la corruption. Enfin, c'est intéressant quand même quand on voit le concept. Mais bon, quand tu vois déjà comment les Ukrainiens ont du mal à boucler les fins de mois, que tu vois les vacances de Poroshenko aux Maldives qui ont coûté... Oui, petite fortune, oui. Petite fortune. Ouais, non, mais c'est bien, ils sont en train d'arranger leur cas encore. Hein. Et bon, si on regarde la situation financière, il y a même la situation... on va dire idéologique globale de l'Ukraine, c'est pas prêt de s'arranger, puisque donc l'Allemagne, qui est, je rappelle quand même chef de file de l'Union européenne, a préféré miser sur sa sécurité énergétique plutôt que de se plier au diktat de Kiev et de Washington, en donnant un premier feu vert pour la pose des conduits de Nord Stream 2. Je rappelle qu'il doit permettre d'acheminer le gaz russe en Europe sans passer par l'Ukraine. Donc l'Allemagne a donné un premier feu vert pour les faire passer dans les eaux territoriales allemandes. Il ne reste plus qu'un deuxième feu vert à donner et le projet pourra donc avancer de ce côté-là. Bon, on voit bien qu'en offrant ainsi à la Russie une autre voie d'acheminement de son gaz vers l'Europe, l'Allemagne condamne définitivement l'Ukraine à plonger, ce qui bien sûr fait un petit peu paniquer Kiev, puisque je rappelle que fin 2018, début 2019, donc prendra fin le contrat qui existe actuellement pour le transit du gaz entre la Russie et l'Ukraine, donc pour faire transiter le gaz vers l'Europe. Donc une fois que ce contrat sera
terminé, s'il y a des conduites de contournement qui sont prêtes, comme le Turkish Stream au sud et le Nord Stream 2 au nord, bien entendu, la Russie n'aura aucune obligation de continuer à conclure un nouveau contrat avec l'Ukraine. Bah oui. Et donc l'Ukraine perdra à peu près 2 milliards Ouais. de dollars par an de taxes de transit. C'est quand même une somme assez énorme. Hein. Je rappelle, donc l'Ukraine qui doit à peu près 77 milliards de dollars, dont une douzaine au FMI. Et puis 3 milliards à la Russie, 2 voilà. milliards pour le gaz. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Donc, face au gouffre qui se rapproche de plus en plus, les autorités de Kiev optent pour la fuite en avant, hein, entre autres la fuite en avant idéologique vers toujours plus de néonazisme, quitte à finir dans le débilisme le plus total, comme cette proposition de sanctionner financièrement donc les artistes ukrainiens qui se produisent en Russie. Ils veulent coller des amendes aux artistes ukrainiens qui donnent des concerts en Russie. Non mais là... allô, quoi. Je rappelle qu'il n'y a toujours aucune déclaration de guerre officielle entre l'Ukraine et la Russie. Donc, je vois pas comment légalement tu peux justifier ça. Mais enfin, en Ukraine, tout est possible. Hein, comme a dit M. Goujva, la justice en Ukraine, c'est plus qu'une parodie. Oui, déjà. Si cette manifestation de l'ultranationalisme croissant en Ukraine peut prêter un petit peu à sourire, il y a d'autres symptômes qui sont par contre beaucoup plus inquiétants, comme la mise en place de milices néo-nazis censées faire respecter l'ordre dans les villes d'Ukraine. Donc cette semaine a eu lieu la prestation de serment, la prestation de serment de ces escadrons nationaux. Issus des rangs du régiment Azov. Je rappelle, le régiment néo-nazi, celui qui arbore une jolie Volksangel, qui était le symbole de la Waffen-SS Das Reich. Ces escadrons sont financés par des hommes d'affaires, c'est-à-dire en clair des oligarques, tout en prétendant ne pas être soumis à l'oligarchie. Ça, c'est gratiné. Hein. Là, c'est gratiné. Hein. Et bien évidemment, on a... encore une fois, les abonnés absents, c'est-à-dire les chancelleries françaises et allemandes. Oui, je veux dire, la prestation de serment, tu peux reprendre des vidéos de prestations de serment, des SA, du début du nazisme, c'est exactement ça. Hein. C'est la même, hein. C'est la même. Hein. D'ailleurs, ils sont dirigés, ces escadrons, par Igor Mikhailenko, surnommé Tcherkass, l'un des dirigeants du régiment Azov. Hein. On ne change pas une équipe de nazis qui gagne. Ils sont censés coopérer avec la police. Alors, je dis bien censés, parce qu'ils le font que si la police fait ce qu'ils veulent. S'ils estiment que la police est trop passive, etc., alors ils lui obéiront pas. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. D'ailleurs, ça a déjà bien commencé. Hein. Il y a déjà eu des affrontements entre les membres de ces milices et la police officielle, avec tentative d'arrestation des miliciens. Ça s'est terminé à coups de gaz lacrymo. Enfin, tu vois le truc. Il y a des vidéos, c'est magistral, tu vois le truc. Tu comprends bien que ça va mal se passer, cette histoire. Oui, voilà. Lors de cette prestation de serment, ces miliciens ont juré de nettoyer les rues, je cite, des alcooliques et des drogués. Ça, c'est la première étape. Hein. Ça aussi, si ça rappelle les SA, les SA aussi au début, c'était ça, ils nettoyaient les rues, des éléments indésirables. Ça c'est fini qu'ils ont éliminé les journalistes, les juifs, les tziganes. Ça sera quoi la suite pour ceux-là, ça laisse ceux dont la tête leur revient pas, ceux qui parlent russe dans la rue. Un remake, Quand même un petit gros relent d'antisémitisme. Il y a plusieurs organisations, y compris israéliennes, qui s'inquiètent un peu là, de la montée de l'antisémitisme. Ça serait bien. Du néonazisme en Ukraine. Il y en a 2-3 là qui commencent à s'affoler un petit peu. Que fait Igor Kolomoïski, qui, je le rappelle, a double nationalité ukraino-israélienne, rien que ça. Oui, et voilà, puis, qui finance ces gens-là. Voilà. Donc là, si on veut décrypter le truc en clair, c'est que déjà que le gouvernement ukrainien avait plus beaucoup de contrôle en termes de maintien de l'ordre dans le pays, là, il est en train de le perdre totalement. Parce que ces gens-là vont obéir aux oligarques qui les financent. C'est pas Poroshenko qui les finance, c'est pas le budget de l'État. Donc ils vont obéir aux oligarques qui les payent. C'est ça. Donc là, on voit l'Ukraine qui non seulement se nazifie de plus en plus et se féodalise. Parce qu'en clair, chaque région, ville ou quartier va de plus en plus être soumis en fait à la loi et au bon vouloir en réalité de l'oligarque ou du potentat local, soumis à l'oligarque du dessus. Je rappelle quand même que le régiment dont sont issus ces milices néo-nazis, le régiment Azov a quand même largement prouvé en presque 4 années d'existence
son caractère extrêmement mafieux quand même. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont adonnés à tous les trafics possibles et inimaginables dans le Donbass, entre autres. Donc on se dit que là, ils vont pouvoir s'adonner à tous les trafics les plus lucratifs en toute tranquillité partout en Ukraine, puisque désormais la loi, ça ne sera plus la police, ça sera eux. Oui. Parce que si la police essaie de contrecarrer leur truc, ils vont dire écoutez, on estime que votre intervention n'est pas légitime, cassez-vous, on vous casse la gueule. Voilà. Donc Poroshenko a l'air quand même de devenir un peu conscient de ça, donc il essaye de reprendre la main en mettant les unités militaires, donc les équivalents militaires de ces milices, donc tout ce qui est bataillons spéciaux, sous le commandement unifié prévu par la loi de réintégration du Donbass, très certainement pour relancer le conflit à la place de l'armée qui est démoralisée, mal équipée, en sous-effectif. Donc en fait, ils veulent faire un remake de 2014 où les dirigeants ukrainiens ne pouvaient pas compter sur l'armée, qui ne voulait pas tirer sur des civils. Et donc, vous avez tablé énormément sur tous ces volontaires de tous ces régiments, tous ces bataillons spéciaux. Donc là, il semble qu'ils veulent refaire un petit remake de 2014 en les réutilisant de nouveau pour lancer une offensive, puisque la dernière vague de mobilisation, je le rappelle, en Ukraine a été un désastre. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, si tu veux, les soldats de la régulière, si je puis dire, c'est-à-dire pas les néo-nazis. Ceux qui arrivent au bout du contrat, ils n'ont pas l'intention de le renouveler, et les petits jeunes, ils se sauvent à l'étranger pour ne pas, ou ils se cachent, pour ne pas se retrouver embrigadés de force, parce qu'ils ont bien compris que le Donbass, c'est une broyeuse à viande, c'est l'équivalent du front de l'Est pour les Allemands en 39-45. C'est ça. En 41-45 pour le front de l'Est. Donc, ils sont bien conscients qu'ils vont mal finir. La dernière vague de mobilisation, je rappelle, parmi tous ceux qui avaient été appelés, à peine 4% se sont pointés à la visite médicale. Oui. À la visite médicale, pas... À la visite médicale, c'est-à-dire je parle même pas du fait d'aller jusqu'au bout de la procédure. Je parle même d'arriver jusqu'à la visite médicale, 4%. Voilà. Très sincèrement, je pense que Poroshenko s'illusionne, puisque c'est comme les fameux escadrons nationaux qui sont censés remplacer la police, parce que ces combattants de bataillons spéciaux, ils vont pas mieux obéir demain qu'aujourd'hui, alors que chaque oligarque, en les arrosant d'un peu de pognon, il leur fait changer de loyauté. C'est clair. Donc ils sont censés maintenant passer dans l'armée régulière et être payés par le budget de l'État. Bon, quand je vois la différence énorme de paye et d'équipement entre ces bataillons et les unités régulières, il va y avoir un problème. Parce que clairement, je pense qu'ils vont pas apprécier d'être moins payés et moins bien équipés. Surtout après la disparition de plus d'1 milliard d'euros de financement de cette armée qui a été détournée manifestement par des oligarques. Autorités. Voilà. Bon, dans le même temps, on a Arsen Avakov, le ministre ukrainien de l'Intérieur, qui a appelé la garde nationale, je rappelle, majoritairement constituée de ces bataillons spéciaux, comme le régiment Azov, et la police ukrainienne à se préparer à devoir opérer dans le Donbass, car selon lui, ces zones vont bientôt revenir sous le contrôle de Kiev. C'est bien le wishful thinking, c'est beau les vœux pieux, parce que sauf miracle et mise en œuvre extrêmement rapide des accords de Minsk, on comprend bien que la seule solution pour parvenir à un résultat aussi rapide, c'est une reconquête par les armes, on est bien d'accord. Ce qui d'ailleurs expliquerait l'avertissement du ministre selon lequel ce sera un travail très difficile. C'est sûr que maintenir l'ordre en territoire occupé après une conquête militaire, ça n'est pas une sinécure. C'est le moins qu'on puisse dire. Les Américains s'y sont essayés en Irak, ils sont un peu... réussite, quand on voit le nombre de soldats américains qui repartent au pays dans des sacs à viande, c'est pas vraiment une réussite. C'est clair. Donc comme on le voit, les dirigeants ukrainiens se plient de plus en plus à tous ces délires de l'idéologie bandériste que prônent donc tous ces groupuscules ouvertement néo-nazis qui ont permis le Maïdan. Plus cette idéologie grandit en Ukraine, plus les pays voisins, qui pourtant, je le rappelle, sont responsables de cette situation, commencent à réaliser que ça devient dangereux pour eux et prennent des mesures, comme la Pologne. Là, c'est le scandale de la semaine. C'est le vote de cette loi en Pologne condamnant la propagande de l'idéologie bandériste et le déni des crimes des nationalistes ukrainiens en Volhynie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il semble que les Polonais ont un petit sursaut de mémoire historique, là. Oui. Et d'un seul coup, parce que je rappelle quand même qu'ils ont bien soutenu le Maïdan et les autorités de Kiev dans les premières années, c'est clair. En s'asseyant joyeusement sur le fait que le Maïdan a été mené par des gens qui se réclament de l'idéologie de Stepan Bandera. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas potassé leur cours d'histoire, Stepan Bandera, dont
les groupuscules ultranationalistes qui étaient, on va dire, qui étaient sous sa coupe, ont quand même exterminé plusieurs centaines de milliers de Polonais, plus les Juifs, les Tziganes, les Russes, les russophones de l'Est de l'Ukraine, etc. Puisqu'ils avaient quand même une très grande proximité de vue idéologique avec les nazis qu'ils ont accueillis comme des libérateurs quand ils sont arrivés. Voilà, je tiens à replacer les choses un petit peu dans leur contexte. Donc, et la Pologne s'était assise sur tout ça pour soutenir le Maïdan, qui était quand même grandement mené par ces gens-là. Voilà. Là, la Pologne a l'air de se réveiller d'un seul coup. Voilà. D'un seul coup, elle se rend compte que c'est bien joli de couvrir Kiev pendant qu'il renomme des avenues Stepan Bandera à Kiev et qu'il décrète héros national et que l'hymne de l'Union des nationalistes ukrainiens va devenir l'hymne officiel des forces armées ukrainiennes. Bon, puis là, ça commence à devenir dangereux pour nos miches, là, quand même, parce que, oula, là, ils se disent, attends, durant la dernière grande guerre, les mecs, ils nous ont exterminés. En fait, finalement, ils sont dangereux. Un peu tard pour se souvenir, mais bon, ouais. Donc je rappelle que c'est pas la première erreur de la Pologne, parce qu'il y a quelques siècles en arrière, c'est elle qui avait créé de toutes pièces le nationalisme ukrainien pour contrer l'influence russe dans son ancienne possession, puisque l'Ukraine a été une possession polonaise. Quelques siècles plus tard, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont vengés, mais bon, il semble qu'ils aient pas retenu la leçon. Voilà. Donc là, ils ont de nouveau nourri ceux qui vont leur mordre la main. D'ailleurs, la preuve, c'est que Poroshenko et même les États-Unis derrière ont déclaré que la décision polonaise venait d'une évaluation biaisée et inacceptable des faits historiques. Bon, quand on sait que ce que j'ai raconté un peu plus tôt est prouvé historiquement. Oui, voilà, c'est du révisionnisme. Là, c'est du révisionnisme. Là, faut se pincer, parce que franchement, quand j'ai lu la déclaration de Poroshenko, puis surtout celle venant des États-Unis disant que Varsovie devrait revoir sa copie. Je sais bien que Washington a toujours refusé de voter la résolution de l'ONU contre la glorification du nazisme. Oui, tout à fait. On a déjà une bonne petite idée de l'idéologie américaine, quand même. On avait déjà. Excuse-moi. Christelle, on en avait déjà une petite idée, puisque il faut pas oublier que la CIA a rapatrié un grand nombre de nazis. Et puis la CIA a financé criminels de guerre, le mouvement bandériste après la défaite de 1945. Aussi, oui. Les mouvements ultranationalistes ukrainiens ont continué une guérilla contre les forces soviétiques, et tout ça a été financé par la CIA. C'est connu, les documents sont déclassifiés, il n'y a rien de complotiste là-dedans, c'est avéré. Là, je sais bien qu'en Ukraine, le révisionnisme historique, c'est un sport national, mais enfin là, ça va quand même très très loin, puisque après avoir fait de Stepan Bandera un héros national, voilà que l'Ukraine post-Maïdan veut même absoudre ses sbires de leurs crimes, qui sont pourtant avérés. C'est comme si les Allemands s'offusquaient de la dénonciation des crimes des nazis et prétendaient que c'est une évaluation biaisée des faits historiques. Si vous avez envie de vomir, vous pouvez, il y a de quoi. Donc là, si on regarde un petit peu la trajectoire de l'Ukraine, malgré les avertissements répétés de la Russie, de nombreux experts venant de plusieurs pays, y compris de l'Ukraine, là, on voit vraiment l'Ukraine qui part vers le mur. Le petit problème, c'est que l'Ukraine étant soutenue par les États-Unis et avec les jeux d'alliance entre l'OTAN, l'UE, l'Ukraine et puis la Russie et d'autres pays, des BRICS, ou de l'organisation de la sécurité de Shanghai, pour la sécurité de Shanghai, c'est assez dangereux. C'est avec ce genre de conneries qu'on a déclenché les précédentes guerres mondiales. C'est ça. Le petit problème, c'est que là, on joue avec des puissances nucléaires. Donc là, il n'y a pas que le sort de l'Ukraine qui est en jeu dans l'histoire. Ça pèse beaucoup plus lourd. Je n'ai pas pendant ce temps-là à Kiev. Cette semaine, il n'y avait pas de quoi rire cette semaine. D'autant moins, donc, comme on le disait, que les États-Unis là ont sorti leur nouvelle doctrine en termes de. C'est infect ça. PR, les économistes donc qui avaient tapé ce gros délire, donc des tas révisionnistes parce qu'ils refusent l'hégémonie américaine. Enfin là, plan complet. Cette liste aussi, donc que les États-Unis ont sorti. Finalement, ils vont pas faire de sanctions contre près de environ 200 personnes qui sont en réalité peu ou prou l'organigramme des autorités, des dirigeants russes. Oui.
presque tout le gouvernement, un certain nombre de chefs d'entreprises publiques, etc. Enfin, Poutine a même regretté de ne pas être présent dans la liste. Oui, il n'était pas présent dans la liste, il a rigolé là-dessus. Bon, ils l'ont pris assez à la rigolade. Mais il y a eu une déclaration en réponse de ça qui, je pense, est assez intéressante, qui est la réponse d'un major général du FSB, donc des services de sécurité russes, donc Alexandre Mikhailov, qui a fait une déclaration assez, comment dire, je pense qu'elle va pas bien passer auprès de Washington. Je pense qu'elle va pas bien passer auprès de Kiev aussi. Il a dit, je cite, donc je traduis à la volée. La dernière liste de sanctions indique qu'ils sont arrivés à bout d'arguments contre nous. Après cela, nous avons une impasse. Le fait de sanctionner les plus hauts dirigeants et la ligne limite au-delà de laquelle se trouve la rupture des relations diplomatiques. Nos relations avec le CIO, donc je rappelle que le comité international olympique, donc qui a sanctionné de manière très injuste bon nombre d'athlètes russes, les empêchant de participer aux Jeux olympiques. Donc bon nombre ont été lavés d'ailleurs tout dernièrement. De tous dernièrement, voilà, par le tribunal arbitral du sport. Donc il a dit, je cite, nos relations avec le CIO, les États baltes et même l'Eurovision sont devenues si ridicules que nous n'avons plus rien à perdre. Et il a terminé en concluant en disant, il est temps de ramener le Donbass à la maison. D'accord, ouais, non, mais c'est clair. Voilà. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Ouais. Je pense que là, on est arrivé au point de non-retour où les autorités russes, comme nous de notre côté, je veux dire, la situation avec Vodafone ne s'améliore pas. Pour l'instant, c'est en train d'être discuté à Minsk, mais de toute façon, le ministre des Communications a dit clairement que de toute façon, tôt ou tard, on arrivera à une rupture totale entre les républiques et l'Ukraine, y compris sur le plan des communications, et qu'il faut se faire à l'idée, même s'il ne perd pas tout espoir d'arriver à rétablir, même temporairement, la connexion. C'est étonnant d'ailleurs parce que pour qu'une société, une multinationale, Vodafone est allemande, mais c'est quand même une très grosse entreprise en télécommunications, pour qu'elle s'assoie sur le matériel, son matériel présent dans le Donbass. Et puis même ses bénéfices, puisque le ministre des Télécommunications a déclaré, parce que donc le porte-parole de Vodafone avait répondu à une époque, donc bon, il pouvait pas interagir avec nous parce que on n'est pas, c'est pas officiel, tu vois le délire comme ça. Et ils avaient même dit oui, mais nous travaillons dans le Donbass de manière, entre guillemets, humanitaire. Viktor Yatsenko, qui est notre ministre des Communications, a dit non mais il faut arrêter le délire. Il dit c'est pas ça, c'est une entreprise extrêmement rentable, puisqu'il a signalé que les revenus qu'apportait le Donbass à Vodafone Ukraine représentaient 25% de ses bénéfices. Ah oui, en effet. 25% des bénéfices de Vodafone Ukraine, ils les font dans le Donbass. Donc il a dit c'est pas une action humaniste, c'est pas une œuvre caritative. Il dit c'est une entreprise très bénéfique. Extrêmement lucrative. Il dit non, faut arrêter les conneries là. Il dit en plus les mecs ils payent pas l'électricité. Ça fait 3 ans et demi qu'ils payent pas l'électricité pour leur station d'émission, pour leurs serveurs, etc. Qui laissent tout tourner comme ça et que c'est nous qui réparons sur nos deniers avec nos équipes, etc. Comme on le peut à chaque fois. Et il dit et les gars ils sont en train de te dire on travaille. C'est d'autant plus choquant, d'autant plus suspect. C'est parce que déjà, ils perdent beaucoup d'argent bêtement. Pour qu'ils décident de continuer de perdre de l'argent dans des quantités pareilles, il faut que le décisionnaire tout au-dessus soit particulièrement influent, parce que... C'est ça, ou alors qu'ils aient reçu très certainement beaucoup de pression, peut-être des ultranationalistes radicaux, du genre menace de vous faire subir ce qu'on a fait à la Sberbank, ce genre de trucs. Peut-être beaucoup plus haut, je dirais. Pas beaucoup plus haut aussi, Voilà. Ou les deux, oui. Mais il y a dû très certainement avoir des joyeuses pressions, mais bon, là c'est quand même extrêmement grave, et ça consomme de plus en plus à chaque nouvelle étape. Le Donbass se sépare de plus en plus de l'Ukraine, et ça va se terminer. Faut pas faire une loi de réintégration du Donbass si c'est pour faire ça derrière, quoi. Je veux dire, là vous allez complètement à contre-courant de ce que vous prétendez vouloir faire.
Bah oui, la réintégration de fait là, elle devient encore plus difficile, hein. Bah, se dit, elle peut avoir coupé l'eau, l'électricité, les télécommunications, dire tout y passe. Bon, voilà. Le gaz aussi. Le gaz, voilà. Donc, ouais, on voit le chemin qu'on est en train de prendre, et le chemin qu'on est en train de prendre, c'est pas du tout celui de la réintégration du Donbass au sein de l'Ukraine. Là, le chemin qu'on est en train de prendre, c'est la séparation définitive, après très certainement une ultime offensive qui se terminera par un ultime chaudron, la destruction de l'armée ukrainienne, très certainement la reconquête des territoires de l'RPD et de l'RPL jusqu'aux limites des oblasts, et très certainement suivi d'un référendum pour demander à la population si elle veut intégrer la Fédération de Russie ou pas. Oui. Mais quand je vois les déclarations d'un côté comme de l'autre, on se dirige vers ça. On se dirige clairement vers ça. C'est malheureux. C'est malheureux, puisque les accords de Minsk, et je rappelle, la Russie avait poussé pour les accords de Minsk. Poutine avait vraiment poussé ses partenaires, comme il les appelle de manière extrêmement diplomatique, pour signer ces accords. La Russie avait poussé pour le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour un règlement pacifique du conflit, pour des négociations directes qui n'ont jamais lieu. L'Ukraine a loupé le coche, elle n'arrivera jamais à implémenter les accords de Minsk parce qu'elle s'est engagée sur une voie sans issue. Parce que plus ils foncent dans une fuite en avant vers cette idéologie bandériste, moins ils peuvent implémenter les accords de Minsk, puisque ça va totalement à l'encontre de cette idéologie qui est néo-nazie, et qui est donc dans le principe, en gros, soit tu es d'accord avec moi, soit je te bute, quoi. C'est un peu ça l'idée pour résumer. Je te fais fuir, en tout cas. Donc c'est des gens qui n'acceptent pas la contradiction. L'Ukraine se nazifie totalement. L'Ukraine est devenue littéralement une dictature. Quand tu vois même un mec comme Boujva, pourtant Strana.ua était pas vraiment un média extrêmement subversif, faut quand même dire les choses comme elles sont. Même là, le rédac chef est obligé de se sauver en Autriche pour sauver sa peau, quoi. Voilà, c'est ça l'Ukraine d'aujourd'hui, c'est ça l'Ukraine que l'Union européenne soutient, qu'elle a soutenu, qu'elle a armée, financée. Et là maintenant, la Pologne commence à se réveiller, genre oh mon Dieu, mais j'ai des nazis à ma porte. Oui, il serait peut-être temps de t'en rendre compte, 3 ans et demi après. Bientôt 4 ans après le Maïdan, parce que là on va fêter les 4 ans du Maïdan, à la fin de ce mois-ci. La russophobie rend aveugle, voilà, c'est tout. Oui, voilà, et ils ont joué avec le feu, comme les États-Unis ont joué avec les djihadistes, avec Al-Qaïda à une époque, avec les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan. Ouais. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et on va arriver à ce que j'ai dit. Vous allez avoir une Somalie nazie en plein effondrement aux portes de l'Europe, et avec des gens qui sont armés jusqu'aux dents, que vous avez armés, que les Européens ont financé, qu'ils ont armés, sur les deniers de leurs contribuables, qui ne sont pas forcément au courant, et vous allez devoir vous charger de ce fardeau, parce que c'est pas la Russie qui va nettoyer votre bordel. Non, la Russie, elle vous laissera vous démerder. La Russie, elle aidera très certainement le peuple du Donbass s'il demande de manière claire et nette à réintégrer la Fédération de Russie, puisque je rappelle que toute la zone est du Dniepr appartient à la Russie depuis le milieu du XVIIe siècle. Voilà. Bon, l'épisode ukrainien aura duré 100 ans. Et l'Ukraine telle qu'elle a existé avant le Maïdan, elle n'aura pas duré bien longtemps avant de se casser la gueule de tous les côtés. Ouais. Et je pense que l'Ukraine va suivre le destin de la Yougoslavie et va terminer dépecée. Très certainement, les voisins occidentaux vont se servir au passage. Il restera peut-être une Ukraine centrale. Mais je pense que la Pologne, la Hongrie, la Roumanie vont se servir. La suite au prochain CITREP, comme on dit. La suite au prochain CITREP. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, il y a une préparation pour une offensive. Combien de temps ça va leur prendre ? C'est la question à 1 milliard de roubles. Le temps leur a été très défavorable ces dernières semaines, puisqu'on a eu d'énormes chutes de neige, un froid très intense. On est descendu quand même assez bas pendant pas mal de jours. Donc ça a
plutôt tendance à les faire rentrer au chaud plutôt qu'à les pousser à passer la nuit à tirer à coups d'artillerie. Hein. On a passé une nuit à Zaïtsevo sur le front. C'était extrêmement calme. Franchement, c'est la première nuit aussi calme que j'ai passée à Zaïtsevo. C'était même assez étonnant. Mais ça va pas durer. Je veux dire, l'hiver prendra fin à un moment ou à un autre et ils vont, je pense, s'en donner à cœur joie avant la défaite finale. Donc voilà, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Voilà, après, je suis pas Nostradamus, personne n'est infaillible, mais voilà, c'est mon analyse de la situation et de la façon dont les choses vont se passer. Donc la suite, voilà, au prochain site rep, en espérant que ça reste encore calme le plus longtemps possible, puisque comme l'a dit Zakharchenko lors de cette cérémonie commémorant les 3 ans de la tragédie de Bossé, chaque vie elle est importante et on ne doit pas la gaspiller, et donc chaque jour qu'on gagne, c'est des vies qu'on sauve. Quand on va revenir à des niveaux de bombardement comme en 2014, on appréciera à quel point ces quelques années des accords de Minsk auront été appréciables. Et, parce que quand on va revenir au niveau de 2014, ça va être des centaines de morts, des milliers de morts par semaine. Là, on va presque regretter l'époque des accords de Minsk, même qui étaient mal respectés, avec quelques morts par semaine à peine. Donc, comme me l'a rappelé quelqu'un qui est là depuis le début de la guerre, les accords de Minsk, aussi imparfaits soient-ils, ont quand même sauvé très certainement des milliers de vies. Rien que pour ça, il méritait d'être signé. Voilà. Merci Christelle. À la prochaine fois, au prochain site rep. À bientôt. Bonne soirée. Merci.